On se retrouve sur CNews avec notre invité Mounir Mahjoubi. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire d'État en charge du numérique. Tout est pacifié entre le Premier ministre et le garde des Sceaux après le recadrage d'hier. C'est le monde des bisounours, le Conseil des ministres, Monsieur Mahjoubi? Le Conseil des ministres de ce matin, vous l'avez vu, il a duré longtemps parce qu'on a beaucoup travaillé. Il y avait des sujets à l'ordre du jour, il y avait une grande loi, alors un grand projet de loi à l'ordre du jour, et donc ça a été une longue discussion. Donc langue de bois sur le fait que tout est pacifié entre le Premier ministre et le garde des Sceaux, comme l'annonce le porte-parole du gouvernement. Écoutez, moi je suis un jeune ministre de ce gouvernement, et la seule chose que je vois, c'est le travail, et ça, je peux que vous dire qu'il se fait avec pas tout le monde d'accord, on débat, on discute, et c'est ça qui est intéressant. Donc on n'a pas du tout parlé de la bisbille, du recadrage du Premier ministre par rapport à son garde des Sceaux hier. Un ministre, ça ferme sa gueule et ça démissionne. On n'a pas parlé de ça. C'est plus du tout l'adage en cours dans le quinquennat Macron? On n'a pas parlé de ça, vraiment. Et vous ne voulez pas en parler non plus? Mais j'aimerais bien répondre à vos questions, mais sur ce sujet, j'ai rien vu, rien entendu, rien de spécifique à vous raconter. Est-ce que dans un gouvernement, chacun doit avoir sa liberté de parole? C'est essentiel d'avoir sa liberté de parole, c'est essentiel de pouvoir échanger. Après, c'est essentiel d'être solidaire. Vous savez, c'est dans ces deux-là. Un gouvernement, quand il travaille ensemble, après, il doit aller porter son projet face aux Français, parce que c'est dur de porter les projets de transformation qu'on va porter les 5 prochaines années. Donc il vaut mieux être unis. Par contre, quand on est entre nous, quand on travaille, il vaut mieux exprimer tous les désaccords très tôt pour ne pas être dans un dysfonctionnement. Et c'était dans la première lettre envoyée, la première circulaire du Premier ministre au gouvernement sur le mode de travail de ce gouvernement. Alors, la liberté de parole que j'évoquais, c'était la liberté de parole de François Bayrou par rapport aux journalistes, puisqu'on sait que ce recadrage du Premier ministre trouve son origine dans un coup de fil passé par François Bayrou, un journaliste de Radio France, pour une enquête qui ne lui plaît pas. Est-ce que vous avez déjà passé, vous, des coups de fil à des journalistes pour des sujets, des papiers, des portraits qui ne vous plaisaient pas? Non. Non, j'ai fait pas ça, et puis surtout, j'ai pas eu beaucoup de portraits sur moi, j'ai pas eu beaucoup de papiers. Il y en a eu pas mal. Vous plaisantez. Mais j'ai eu à chaque fois. Il y a un certain nombre quand même. J'ai eu à chaque fois les journalistes pendant qu'ils écrivaient leurs papiers. Mais pas après. Et pas après. Je fais pas de relecture, je fais pas de. Donc pas d'interventionnisme auprès de la presse. Non, juste les datas, où je suis exigeant aussi avec les journalistes de bien sourcer les données qui sont faites quand il y a des chiffres. Je leur dis de bien vérifier les chiffres que j'ai pu dire moi ou qu'ils ont pu trouver eux. Le garde des Sceaux a présenté aujourd'hui sa loi de moralisation de la vie politique. Est-ce que dans le contexte des affaires qui touchent le MoDem, les assistants parlementaires du MoDem au Parlement européen, cela brouille le message du gouvernement? Je pense que ce sujet existe. Il y a la justice, il y a des enquêtes, des éléments qui sortent. Lui-même s'est défendu, ils ont expliqué. Et puis il y a ce projet de loi. Ce projet de loi, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus important. Vous vous rendez compte, pour la première fois, on va écrire dans un texte les règles qui vont recréer de la confiance entre les politiques, la vie publique et les citoyens. Donc ça brouille pas le message du gouvernement, le fait que le garde des Sceaux soit lui-même, en tant que patron du MoDem, au cœur d'une affaire de financement? Dire qu'il est au cœur d'une affaire de financement, c'est aller un peu vite aujourd'hui. Le MoDem est au cœur d'une affaire. Le MoDem n'est pas au cœur d'une affaire. Il y a aujourd'hui des questions, des doutes, et le MoDem est concerné. Et M. Bayrou a été dirigeant de ce parti. Mais il l'est toujours. Ce qui est peut-être, je ne saurais pas vous préciser si juridiquement il l'est toujours. Ce qui est plus important, c'est qu'aujourd'hui, le ministre, le garde des Sceaux, M. Bayrou, a présenté le premier projet de loi qui introduit l'idée d'une justice égale pour tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice d'exception pour les élus, pour la vie publique, qui permet de créer des règles claires pour lutter contre les conflits d'intérêts et pour la probité, et qui crée des règles claires sur le financement de la vie politique. C'est tout ce qui a manqué aux 30 dernières années, et c'est tout ce qui a créé un climat de doute entre les Français et la vie publique. Le texte n'est pas complet. Le Conseil d'État a mis, vous le savez, un certain nombre de réserves, notamment sur 2 propositions concernant le financement du parti. Il va falloir retravailler ce projet de loi? Mais un projet de loi, c'est fait pour être travaillé. C'est-à-dire que là, on fait le premier travail, on dit les objectifs, on explique les premières propositions, on évalue, on a plusieurs scénarios. Puis il y a le Conseil d'État qui rend un premier avis, puis il y a ce débat en Conseil des ministres qui est très important. On a vraiment discuté aujourd'hui, on a nourri chacun avec nos expériences. Puis après, il va y avoir... Vous avez pris la parole? Comment? Vous avez pris la parole sur ce dossier-là? Ce qui se passe dans le Conseil des ministres doit rester au Conseil des ministres, donc je ne peux pas vous dire si j'ai pris la parole ou pas. Je peux vous dire qu'il y a eu... Vous ne pouvez pas dire si vous avez pris la parole ou pas? Non, c'est important. Donc c'est l'omerta, votre... C'est pas du tout l'omerta, je viens de vous dire que justement c'est un débat passionnant et après une position collective qui en est. D'accord. On observe quand même qu'un certain nombre de nouveaux ministres de la société civile s'expriment assez peu dans les médias. Ce n'est pas votre cas, hein. Vous êtes un politique. Vous pensez qu'il y a une forme de prudence de ces jeunes ministres ou secrétaires d'État par rapport aux médias? Je pense surtout qu'ils sont au boulot. Je pense que tous, là, ont des réformes et des projets très importants à mener. Certains, pour l'un, la rentrée scolaire, pour l'autre, la transformation complète. Mais ça ne sert à rien de parler aux journalistes et aux médias, c'est ça? D'expliquer l'action qu'on fait auprès des Français? Vous trouvez que notre gouvernement est trop muet? Parce qu'on nous reproche le contraire, vous savez, d'être trop présent, parfois trop muet. Qui vous reproche ça? On nous reproche d'être présent. Les autres
partie de ces législatives nous reproche d'être trop présents dans les médias, reproche aux médias de trop nous inviter. Donc il n'y a pas de consigne de discrétion pour les nouveaux ministres de la société civile, c'est ce que vous me dites. Je pense pas. Et puis après, vous savez, les ministres qui passent le plus en ce moment dans les médias sont aussi des ministres qui sont en campagne et qui mènent ces législatives. C'est pour ça aussi que vous nous voyez, c'est pour ça aussi que vous m'invitez, c'est pour ça aussi qu'on les voit plus, parce qu'on est dirigé vers l'extérieur, dirigé sur le combat actuel, qui, je vous rappelle, dans 4 jours maintenant, amènera les Français à venir voter. Alors justement, vous êtes candidat, mais vous savez très bien qu'un ministre ne peut pas siéger à l'Assemblée. Alors pourquoi est-ce que vous vous présentez ? Vous savez, j'étais candidat avant d'être désigné, et je ne sais pas si je resterai toujours ici. Être candidat aux législatives... C'est-à-dire si vous resterez toujours ministre, c'est ça ? Tout à fait. Quand on est candidat aux législatives, on est candidat parce qu'on décide, à un moment de sa vie, qu'on va s'engager sur les prochaines années à être ancré dans un territoire et à les représenter au niveau national. J'habite dans le 19e, j'ai grandi là-bas, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, j'ai travaillé là-bas, j'ai voulu être candidat. On a fait un très beau score dans ce premier tour. Les habitants, ils savent que je me suis engagé à rester là pour toutes les années à venir. Et ils peuvent compter sur moi pour toutes les prochaines échéances et je serai là. Donc ils vont vous élire en sachant que temporairement, vous ne vous occuperez pas d'eux, quoi. Mais ils me verront toujours parce que c'est ça la nouvelle génération d'élus. C'est des gens qui habitent là où ils sont. Donc moi, avec ma suppléante... Excusez-moi, avec les c'est pas nouveau. Il y a certains élus quand même depuis quelques années qui je parle habitent pour sur mes leur lieu habitants de chez moi, dans le 19e. Pour eux, ils n'ont pas l'habitude. Et je suis un des seuls candidats qui y habite. Mais qu'est-ce qui est important ? C'est d'avoir quelqu'un qui habite, qui est là et qui va faire vivre la République en marche dans le 19e. Les gens, ils savent qu'à la permanence, ils me verront. Les gens, ils savent que... Vous serez secrétaire d'État, vous aurez des dossiers hyper importants, on va en parler dans un instant. On a des dossiers extrêmement importants, mais personne ne m'enlèvera jamais mon ancrage local, le fait que j'habite là-bas, le fait que je veux les représenter, que je les représenterai toujours. Et que être ministre, ça ne veut pas dire disparaître. Je n'ai pas de logement de fonction dans un ministère. Ça veut dire ne pas siéger à l'Assemblée nationale, quand même. Mais ça veut dire que j'ai une suppléante formidable qui va siéger à l'Assemblée et qui habite aussi le 19e et qui est elle aussi là et qui animera avec moi la vie locale. Vous êtes le tombeur de Jean-Christophe Cambadélis. C'est une fierté pour vous, ancien militant socialiste, d'avoir fait tomber un dinosaure de la vie politique ? Je vous assure que la plus grande fierté, c'est d'être arrivé premier avec 39%, d'avoir réussi à rassembler dans ce premier tour. La plus grande des fiertés, c'est, je l'espère, dimanche prochain, de gagner, parce qu'on aura réussi dans cet entre-deux tours. Et je suis tous les soirs, parfois le midi, et parfois avant d'aller au travail le matin, à la sortie des métros, en porte-à-porte et partout. Ce sera d'avoir convaincu plus de Français de venir voter. Et ma plus grande des fiertés, c'est qu'on fasse baisser le taux d'abstention dans mes circonscriptions, mais plus globalement au niveau national, entre dimanche dernier et dimanche prochain. Vous êtes un ancien PS, vous avez participé à la campagne de Ségolène Royal, de François Hollande. Le PS est mort aujourd'hui ? En tout cas, aujourd'hui, il ne répond plus aux attentes des Français. Le PS, tel qu'il a été ces dernières années, a incarné tout ce que les Français ne voulaient plus dans la façon de vivre des modes politiques. Mais les idées du PS, de certains au sein du PS, elles vont continuer à vivre. Certains vont venir chez nous et voir que près de la République en marche, il y a des valeurs communes qui vont pouvoir continuer à s'exprimer. D'autres vont partir vers la France insoumise et puis d'autres ont voulu faire d'autres projets. Vous savez, c'est très beau que les gens puissent aussi se quitter, puissent aller vers d'autres chemins. Et moi, j'ai une grande mission qui est importante, c'est de convaincre certains de nous rejoindre. Comme je fais tout pour convaincre certains qui, à droite, pensent que c'est important que la vitalité économique serve les solidarités. Moi, j'ai des convictions à faire à gauche en leur disant que c'est important d'avoir cette vitalité si on veut assumer tous les projets qu'on a pour les Français. Au niveau national, certains de vos adversaires de La République En Marche disent que vous ne voulez pas débattre avec vos adversaires de second tour. Je parle vraiment au plan national. Il y a des consignes de ne pas débattre, hashtag peur, hashtag inexpérience. Hashtag pas de consigne. Hashtag, on a diffusé des guides de débat à toutes les personnes sur les grands sujets annuels dans notre boucle. Vous savez, on a fourni des outils à nos candidats. Donc, au contraire, on a invité les candidats à participer au débat. Donc, vous savez, c'est surtout que ceux qui n'ont pas réussi à organiser ces débats sont très vocaux sur le sujet. Moi, je le sais, je le vis localement. Il se trouve que j'ai proposé en premier ce débat, qu'en face, on m'a refusé les conditions que j'ai proposées. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à faire un débat. Donc, il faut faire attention à l'instrumentalisation. Aujourd'hui, moi, rien que sur mon fil Twitter, j'ai vu apparaître une quinzaine de débats avec des candidats à France Insoumise et La République En Marche. Donc, je pense que ces débats ont lieu, qu'il n'y a aucune consigne et que 5 jours pour une campagne d'entre-deux tours, c'est extrêmement court. À partir de lundi, vous serez secrétaire d'État, normalement, si vous êtes élu. On démissionne dimanche, tous. Voilà, vous démissionnez tous. Donc il y aura un remaniement qui s'en suivra. Peut-être ou pas. Vous savez, c'est fait partie, comme le disait M. Kessler ce matin, on n'est pas dans ce secret-là. Non, mais il y aura un remaniement, c'est ce que je veux dire. Donc, ou une renomination des mêmes. Voilà, c'est ça. Donc vous espérez être renommé. J'espère être renommé. Est-ce que vous avez un chantier important sur l'impôt que vous voulez mettre en place au niveau européen pour les géants de l'Internet mondiaux ?
Où est-ce que vous en êtes de ce dossier? Vous avez pu avancer ou vous êtes consacré uniquement à la campagne législative? Je fais les deux. Je suis hyper impliqué localement et je suis hyper impliqué internationalement. Et vous savez quoi, ça intéresse beaucoup les habitants du 19e de savoir comment on crée plus de justice sociale en allant récupérer de la valeur là où ces grandes plateformes américaines vendent énormément dans nos pays et participent très peu à la solidarité nationale. Donc il y a un sujet. Il se trouve que vendredi dernier, je suis allé à Luxembourg avec tous les autres ministres du numérique et qu'un des sujets, ça a été ce sujet sur la loyauté, la transparence des plateformes et que dans notre programme, il y avait cette idée de créer une taxe spécifique sur ces plateformes. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut déjà que tous les Européens se mettent d'accord avant de peser, c'est ça, face aux géants mondiaux de l'Internet? Vous savez, si les Français ont une position, si on arrive à convaincre quelques-uns de nos amis, et j'ai tenté de le faire vendredi, on peut créer une première initiative qui permettra ensuite d'amener nos autres amis européens. Tout le monde en a envie. Il n'y a presque plus personne aujourd'hui, y compris par intérêt spécifique fiscal, qui voudrait aller contre un tel dispositif. Et vous savez quoi? Je crois même que d'autres pays à l'étranger seraient prêts à nous rejoindre. Je crois même que certains de ces acteurs seraient pour qu'enfin on trouve une solution stable, fixe, qui leur permet d'avoir une vision sur le long terme. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'ils participent à la solidarité européenne dans les endroits où ils créent énormément de valeur. Alors, vous parlez des géants mondiaux de l'Internet. Il y a des départements en France où, vous savez, on n'a pas accès à Internet ou de façon extrêmement compliquée. Ce sont les territoires perdus de la République. Vous comptez vous y attaquer? C'est le projet prioritaire de Richard Ferrand, de son ministère et du mien. C'est le premier sujet que nous avons abordé lors du premier déjeuner que nous avons eu ensemble le lendemain des nominations. Qu'est-ce qu'on fait pour les territoires qui n'ont pas Internet? Parce que ça ne sert à rien d'aller raconter qu'on va transformer les guichets numériques, qu'on va numériser 100% des démarches administratives, qu'on va aider les TPE-PME à se numériser s'il n'y a pas accès à Internet. Donc l'accès et ensuite l'aide à l'utilisation, qui est le deuxième pilier, parce que vous savez, il y a 20% de Français, même quand on leur met à disposition le réseau, qui ne savent pas l'utiliser. Donc c'est tout aussi grave et c'est tout aussi important. Et ça fait partie de la priorité numérique de ce gouvernement, qui est au même niveau que devenir compétitif internationalement grâce à nos startups, de transformer les TPE-PME, tout aussi important que la cybersécurité, sur laquelle on va devoir aussi protéger. Parce qu'à quoi ça sert de faire tout ça si ça nous met plus en danger qu'auparavant? Et donc tout ça, ce grand ensemble, ça va avec la transformation numérique de l'État. C'est la stratégie numérique du gouvernement qu'on a abordée ce matin au Conseil des ministres et qu'on va porter avec le président, avec le Premier ministre et qui, je l'espère, va transformer la France au quotidien. Merci beaucoup Mounir Majoubi d'être venu ce soir sur CNews. Dans un instant, c'est la météo et le journal. À tout de suite.